Brest. Elle aime bien grouger, ma femme. C'est moins de bonbons, plus de légumes. Quel bonheur lorsqu'on est joueur de foot à Brest. 43e minute. Leur cœur est énorme. Camara, oh la talonnade, oh la but, oh le magnifique but, la Camara Georges. Francis Perra-Satoum. Brestois, brestoise. Eh oui, c'est la reprise, comme disait Zizou dans une publicité pour désormais l'ancien diffuseur de la Ligue 1. J'espère que vous avez la ref, sinon évidemment ce sera compliqué. Bienvenue pour ce 126e épisode de Brest On Air, où je suis rejoint évidemment par Fanch, par Yann. Messieurs, comment allez-vous, Fanch? Chaudement, on en parlait rapidement avant que ça démarre. Chaudement. Il fait chaud. Il fait chaud et encore ça va. Je pense qu'à Brest on est plutôt privilégié. Mais non, moi j'ai eu un petit coup de clim là il y a quelques instants avec l'annonce de l'équipe, l'alerte de l'équipe, comme quoi Mady Camara serait en partance éventuellement pour Nice. Je trouve que ça a refroidi un petit peu l'atmosphère. Yann, il fait plus chaud chez toi. C'est plus chaud chez Peut-être moi. que l'annonce de cet article de l'équipe t'a fait du bien. Bah, peut-être. Hein. Il fait plus chaud, c'est ce qui explique le fait que je sois présent dans cet épisode en prêt sans option d'achat. Évidemment. Je vole honteusement cette blague à Fanch qui avait prévu de la faire. On reste dans le sujet, hein. On est Brestonnière, bien sûr. Et on le restera. Messieurs, on va parler présentation, on va parler Stade Brestois, on va parler Ligue 1. Un des épisodes évidemment immuables de la saison. Le dernier avant le début de l'exercice 2025-2026 désormais. Première question peut-être, est-ce que, on va dire sur une échelle de 0 à 10, avec 0 étant un premier tour de Coupe de la Ligue contre Guignon et 10, un match de Ligue des Champions contre le PSV à Roudourou, à quel point vous êtes impatient du retour de la Ligue 1? Je dirais 6 sur 10 et je m'explique très rapidement. Pour moi, le retour de la Ligue 1 est aussi largement corrélé avec le retour du Stade Brestois. Et n'ayant pour l'instant que très peu de visibilité pour le visage qu'aura l'équipe, on en reparlera tout à l'heure. Stade Brestois, à une semaine de la reprise, j'ai un peu de mal encore à m'enthousiasmer, mais malgré tout, nouvelle chaîne, pas mal de recrues à droite et à gauche en Ligue 1, bien sûr, j'entends, hein, pas chez nous. Des clubs et des équipes qui se sont renforcées. J'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est un petit peu comme tous les ans, à la rentrée, on a des beaux cartables tout neufs, des crayons tout neufs, on a envie de les utiliser. Pour la Ligue 1, c'est un peu pareil. Sauf qu'à Brest, j'ai du mal à me projeter pour l'instant et les rumeurs sont plutôt à des départs de joueurs majeurs, qui a tendance à me freiner un petit peu, en tout cas freiner un peu mon enthousiasme. Sinon, j'ai hâte que ça commence quand même. L'année dernière, j'étais pas abonné à DAZN, donc j'avais pas particulièrement regardé, suivi la saison. J'avais vraiment suivi le Stade Brestois et la campagne européenne en particulier. Maintenant, je pense que je vais regarder un petit peu davantage ce qui se fait à droite et à gauche sur les différents stades de Ligue 1. Yann, est-ce que la trêve a fait son effet et t'a redonné un peu d'énergie? Oui, justement, moi c'est 8 sur 10 parce qu'on a enfin eu une vraie trêve. Il faut quand même rappeler que l'été dernier, puisque nous étions Coupe d'Europe, Ligue des Champions, il y a jamais vraiment eu de trêve. La vraie trêve de 2 mois, ça a vraiment coupé et j'ai quand même ressenti un peu le manque sur la fin. Et finalement, l'engagement que j'ai mis pour regarder le match contre Naples, on dit long sur le fait que j'ai hâte que la saison brestoise reprenne. Ah oui, pas de Coupe d'Europe cette année. Est-ce que ça vous rend triste, entre guillemets? Parce que moi, j'y pensais récemment, là, et je me suis dit, purée, il n'y en a pas de Coupe d'Europe cette année. Il n'y a pas de déplacement sympa, de match sympa en milieu de semaine. Et ça m'a mis un petit coup. Voilà, ça m'a mis un petit coup. J'avais des goûts de luxe désormais. On m'a habitué au caviar. Difficile de retrouver le tarama. Mais ouais, il y avait un petit coup dur de se dire qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe cette saison, de déplacements sympas, de matchs un peu avec un goût différent du train-train de la Ligue 1. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Bon, il y aura un très beau déplacement à Angers, hein. Ça sera bien. Concernant la Coupe d'Europe et l'absence de Coupe d'Europe cette année, je pense que c'est assez facile à digérer dans le sens où, de toute façon, on savait globalement qu'on n'y regoutterait pas tout de suite, en tout cas pas la 2 années consécutives, même si finalement on ne s'est pas passé très loin l'année dernière. Mais je pense qu'effectivement, le manque va se ressentir quand on commencera à voir les tirages au sort, qui va jouer contre qui, les grands calendriers de ces nouvelles compétitions, là, de ces nouvelles formules. Je pense que potentiellement, ça va nous faire un petit pincement au cœur. D'un autre côté, ça sera peut-être moins de stress aussi et moins d'argent dépensé que l'année dernière. Quentin, ta note, toi, en matière d'excitation? Ah oui, c'est vrai, en matière d'excitation, bon, je vais mettre 7. Allez, entre les deux. Ouais, c'est vrai qu'en fin de saison dernière, on avait hâte que ça se termine et on a quand même assez hâte que ça reprenne. Comme l'a dit Fanch, je suis assez d'accord avec vous deux finalement. C'est aussi pour ça que je mets la moyenne. Du mal à se projeter sur quelle équipe le Stade Brestois mettra sur le terrain. Alors dimanche, ce sera assez clair, mais au 31 août, ça allait beaucoup moins. Donc même quand on parlera de la présentation de la saison, il y aura quelques astérisques, on va dire, puisque il y a des données qu'on n'a pas et qu'on n'aura que très tard.
Mais voilà, comme content que ça reprenne, content que le football reprenne et qu'on retourne au stade. C'est vrai que le stade, ça manque. Peut-être plus que la Ligue 1 même. Messieurs, présentation du Stade brestois. Peut-être commencer par le côté le plus global, on va dire, du sujet, et le côté collectif autour du Stade brestois. Peut-être sans parler de pronostic, quel objectif pour cette saison qui, comme on l'a dit auparavant, est là un peu la saison du retour sur terre. C'était d'ailleurs le titre de l'équipe pour la présentation du Stade brestois, puisqu'ils font un jour un club, hein, il me semble. C'était Stade brestois retour sur terre, ce qui correspond assez bien à ce qu'on va vivre cette saison. Mais est-ce que c'est là également la fin des ambitions, Yann? Non, et je pense que là-dessus, ce qui est assez représentatif, c'est qu'on a lancé aujourd'hui sur notre compte X voilà, on vous demande de donner, comme tous les ans, votre classement, ce que vous visez, votre nombre de points. Et en fait, je ne vois personne nous mettre sous 12e pour l'instant. Il y en a sûrement quelques-uns qui l'ont fait, mais on voit beaucoup de gens dire 7e, 8e, 9e, 10e. Mais en tout cas, on sent qu'il y a l'ambition d'être un club de la colonne de gauche. Et c'est bien. Je pense que ça te plaît. Moi, je partage cette même ambition, sans parler d'Europe, mais au moins un petit top 9 comme la saison dernière. Ça va, finalement, moi, mes attentes, elles sont plus sur le contenu et sur le déroulé de la saison que sur le classement final, parce que je pense qu'on a ce qu'il faut pour finir de manière tout à fait contenable. Et au-delà de l'enjeu du maintien, dont honnêtement, je n'ai pas envie d'entendre parler cette saison. Oh là là, tu as dit le mot qu'il ne fallait pas mettre. Est-ce que Fange, toi qui est d'habitude le plus pessimiste d'entre nous, tu vas parler du mot qui commence par M? Je suis d'accord avec Yann et je pense que c'est la 2e fois que l'année dernière, en tout cas que je commence un podcast preview de saison sans évoquer le maintien. J'ose espérer, alors je vais pas demander, des objectifs inatteignables, un podium, un top 5. Moi, et c'est ce que je vous disais hier en préparant un peu cet épisode, c'est que j'aimerais que le Stade brestois ait quelque chose à jouer de positif le plus longtemps possible. C'est-à-dire au moins jusqu'au premier semestre 2026, après la phase aller, que le Stade brestois soit encore dans le coup, qu'on se pose au mois de début janvier, qu'on se dise bon, la Coupe d'Europe, en tout cas la colonne de gauche, comme tu l'as bien nommé Yann, elle est encore atteignable. On peut espérer une place entre, je sais pas, se battre pour une place entre 7 et 9, 7 et 10, 7 et 11, même s'il faut, ça ne me dérange pas. Mais ne pas trembler pour le maintien et ne pas faire partie d'un pool d'équipes qui, jusqu'au bout, est en train de stresser jusqu'au mois de mai pour sa survie. J'aimerais que le Stade brestois, cette année, passe un cap et s'installe encore plus comme une valeur sûre de Ligue 1, en fait. Comme pouvaient l'être des équipes avant qu'elles descendent, comme Reims, qui tous les ans terminaient entre 7 et 12, comme Toulouse éventuellement. Et en tout cas, que le Stade brestois continue à être un club de Ligue 1 à part entière, qu'il ait quelque chose à jouer dans cette Ligue 1. En fait. Et qu'on soit toujours un club pris au sérieux par les uns, par les autres, et que, évidemment, l'équipe nous transmette des émotions comme on a pu en vivre ces dernières saisons. Je prends tout de suite, désolé Quentin, mais le rôle inverse. Je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont nous rappeler justement, quand je cite Reims, qu'il ne faut pas se voir trop beau et qu'il faut assurer le maintien avant tout. C'est bon, un discours, je comprends, je sais d'où il vient. Moi, je le soutiens pas, mais il faut quand même reconnaître, on le sait, que au fond du fond, si on passe une mauvaise saison, tant que le maintien est là, ça reste l'essentiel. Mais ça ne doit pas être l'objectif en début de saison, selon moi. Non, là-dessus, je te rejoins, effectivement, Yann, et je pense que c'est l'idée de Fange d'être pas passer un cap, parce que je pense que justement, on l'a passé la saison dernière, mais continuer à grandir, de pouvoir également investir et de continuer de devenir un club, comme tu l'as dit, Fange, à part entière de la Ligue 1, où on se dit, voilà, Brest, c'est plus un club de Ligue 1,5. C'est vraiment un club de Ligue 1 avec éventuellement des finances qui suivront, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins une sorte d'aura autour du club qui permet à celui-ci de naviguer dans des eaux assez tranquilles. Et aussi, même si on sait que c'est pas nécessairement la force de ce club, d'anticiper sur la saison à venir. Si jamais en janvier tu es confortablement installé dans le milieu de tableau, tu peux déjà te projeter sur un mercato type Ligue 1 pour la saison suivante. C'est quand même important de se mettre à l'abri le plus vite possible et ensuite évidemment aller aussi haut que possible. Mais je pense que cette 12e, ça doit être l'objectif du club. L'objectif, évidemment, qu'on n'entendra jamais dans les bouches des dirigeants sportifs du Stade brestois, ça on est d'accord. Encore plus dans une saison où il semble y avoir des équipes et des clubs dans une grande difficulté, grande précarité financière, avec des effectifs, quand on fait un petit peu
le tour des différents effectifs des 18 clubs de Ligue 1 qui semble, en tout cas sur le papier, même si le foot, c'est pas que du papier et le nôtre peut évidemment bouger d'ici la fin du mois d'août, des effectifs qui semblent assez inférieurs aux nôtres. Donc normalement, on est censé voilà, vivre une saison sans trembler si tout se passe bien. Mais bon, malheureusement, on n'est pas à l'abri, comme tu l'as dit Yann tout à l'heure avec Reims, de la catastrophe et de la descente ou en tout cas des barrages en fin de saison. Mais c'est absolument pas l'objectif. Et d'ailleurs, à ce titre, je pense que même si Eric Roy va parler de maintien très régulièrement dans les premiers mois de compétition devant la presse, je suis sûr qu'il tient pas ce discours devant son équipe. Je pense qu'il ne serait pas resté, d'ailleurs. Et je pense que c'est aussi le cas pour les dirigeants, parce qu'on se souvient de l'interview de, je crois que c'est Gérard, qui expliquait que 10e, c'était finalement un des scénarios qu'ils imaginaient. C'est pas parce que le stade dit jouer le maintien que c'est les vrais objectifs. Et encore heureux. Oui, C'est vrai encore de mon côté, en tout cas, si je ne me motivais qu'à travers le prisme des déclarations des dirigeants sportifs du club, c'est vrai que bon, il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond depuis le début de l'été. On est à base de on était à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, il faut jouer le maintien, de toute façon, le mercato pour nous, c'est uniquement fin août parce que c'est juste comme ça et on est au bout de la chaîne alimentaire. Bon, c'est vrai que c'est pas très reluisant, donc on espère quand même que, pas dans les médias, ça parle d'autre chose. Ça reste assez secondaire pour moi, même si je comprends ce qui va être prépondérant, c'est l'équipe. Encore et toujours, c'est l'équipe qui porte le truc. Et peut-être au-delà du classement, on peut peut-être évoquer rapidement si on a des attentes sur le fond, sur ce qu'on attend de cette équipe, globalement, dans le comportement. Pas vous, je peux commencer de manière très malpolie. Moi, c'est sûrement un vœu pieux, mais j'aimerais qu'on ait une saison avec le moins possible, et si possible, aucune humiliation. C'est-à-dire pas de match où tu passes totalement à travers et tu en prends 4 parce que tu mérites d'en prendre 4. On en a eu beaucoup la saison dernière. On a quand même eu Montpellier, on a eu Auxerre, on a eu Nice, on a eu la Ligue des Champions contre Paris. Enfin, il en manque certains autres. J'ose espérer qu'on n'aura plus ça et qu'on aura certes une équipe qui peut-être par moment sera moins bien, mais qui ne va pas totalement lâcher certains matchs. L'important pour moi, ce sera aussi de retrouver peut-être la régularité de la saison 2023-2024. Alors, ce sera quand même très dur et on ne demande pas une régularité à un tel niveau, mais juste savoir quel Stade brestois on aura en fin de semaine. C'était quand même un sentiment de puissance extrême qu'on avait il y a 2 saisons. Chaque fois qu'on mettait le match de Brest ou qu'on allait au stade, on savait qu'il y allait avoir des mecs qui allaient se bouger le cul pour le logo, mais que ça allait aussi bien jouer au football. Et c'est vrai qu'on a eu à ce niveau-là des irrégularités assez inhabituelles, en tout cas depuis l'arrivée d'Éric Roy la saison dernière, avec tu l'as dit, sans parler d'humiliation, mais des matchs un peu en dedans, même des victoires à domicile en période de Ligue des Champions. Je me souviens d'une victoire contre Toulouse où je crois qu'on gagne 2-0, mais c'est vraiment pas Jojo. La victoire contre Le Havre également, 1-0, mais je crois qu'il tire 13 fois, il cadre pas une seule fois. Donc c'était des matchs, oui, Brest gagnait, mais on avait quand même du mal à prendre du plaisir parce qu'il n'y avait pas ce fond de jeu qu'on connaissait il y a quelques mois de ça. Alors encore une fois, on ne demande pas de retrouver un fond de jeu d'équipe du podium, mais si au moins on pouvait retrouver cette régularité dans les performances, ce serait une bonne chose. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de retrouver cette constance à un niveau type milieu de tableau. Et au-delà de la constance que je partage, Quentin, j'aimerais bien aussi retrouver cette équipe qui est emballante, cette équipe qui va de l'avant et qui, à domicile notamment, nous a offert des prestations bien souvent assez emballantes. On a eu beaucoup de buts marqués, même parfois à l'extérieur. Tu fais référence à la saison 2023-2024. Combien de matchs on a vu avec des scénarios un peu dingues? Je pense au match de Rennes, au match de Lyon qu'on perd à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est des matchs sur lesquels on vibrait. Et on a beaucoup moins vibré sur la première partie de saison l'année dernière. Tu fais référence au match de Toulouse, au match du Havre. Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Je pense également au match de Rennes où on se fait égaliser en fin de match, mais c'était pas extraordinaire. Moi, je mets ça également sur le compte de la Ligue des Champions, la découverte de la Ligue des Champions, de cette pression européenne, de la fatigue qui est accumulée dans les jambes. Là, le Stade Brestois n'aura à jouer que les 34 matchs de Ligue 1, plus d'éventuels matchs de Coupe de France, enfin un quoi qu'il arrive. On espère évidemment davantage. Mais j'espère, moi de mon côté, que le fait de retrouver un rythme de croisière beaucoup plus habituel pour le club permette à Eric Roy aussi d'installer une continuité.
chose qu'il ne pouvait pas du tout faire l'année dernière, parce que si on regarde bien les différentes compositions entre la Ligue des Champions et le championnat, et notamment au niveau de la défense, il y avait énormément de turnover. J'espère retrouver une certaine continuité dans les performances et retrouver un Stade Brestois auquel on peut s'identifier parce qu'il se propose sur le terrain quand on regarde Brest, et que si on met pas Brest en haut, on sait que c'est à peu près le Stade Brestois d'Éric Roy qui joue. Retrouver cette identité Ligue des Champions et cette abnégation, ce courage sur des matchs de championnat, et plus passer, comme Yann l'a justement fait remarquer, à côté sur des matchs de Montpellier, d'Auxerre notamment l'année dernière en première partie de saison. Donc au final, nos points, même Yann, hein, se rejoignent. Après, il y a toujours la question qu'on avait soulevée aussi l'année dernière, c'est à quel point des joueurs qui sont là depuis un certain temps maintenant auront du mal ou pas à retrouver cette motivation. Je m'explique un peu. Ouais, tu es Romain Del Castillo, tu as connu le Stade Brestois sur le podium, tu as connu la Ligue des Champions, tu es toujours au Stade Brestois. À quel point tu as envie de te foutre le cul par terre pour y retourner, quoi. Toi, tu n'as pas fait le tour, quelque chose qu'on peut retrouver pour d'autres joueurs comme Chardonnay, comme bon, les Smelou, on ne sait pas trop s'il sera là ou pas, mais même des Magnetti, tu vois, est-ce que eux retrouveront cette flamme qu'ils ont eue, ou on se dit que voilà, il y a un cycle qui est passé, et malheureusement, voilà, ils ont besoin d'aller voir ailleurs pour retrouver un peu ce sentiment de renaissance, de nouveauté un peu, parce qu'ils ont fait le tour complètement avec ce club. Moi, je trouvais que l'exemple de Del Castillo était pas très bien choisi parce que justement, il a très bien fini en fin de saison dernière, et j'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils veulent se motiver. Maintenant, il y a des questions plus physiques, hein. Mais tu as raison, c'est un enjeu, le renouvellement, et je crois que c'est Fanch qui voulait en parler. C'est un enjeu pour ceux qui partent et aussi pour ceux qui arrivent, ceux qui voulaient en remplacer. Ouais, tout à fait. Avant de parler de ces cas en particulier, mais juste un point aussi pour la question renouvellement. Ce qui est important dans la renouvellement et dans la régénération d'un effectif, c'est aussi l'apport des nouveaux. Et finalement, les nouveaux, il y en a assez peu, même si certains, et on va en parler tout de suite après, mais ont des choses à prouver parce qu'ils ont eu beaucoup moins de temps de jeu sur les mois précédents. Je crois que c'est Carlo Ancelotti qui disait qu'une équipe qui gagnait, il fallait la renouveler à peu près à 30%, en tout cas un joueur par ligne, pour redonner un petit peu de motivation à tout le monde, de remettre un peu de concurrence, et que les statuts ne restent pas figés. À Brest, on sait que le mercato est extrêmement calme pour l'instant, donc certains joueurs forcément partent avec quasiment l'assurance totale d'être titulaire. Ça fait pas de doute qu'un Ludovic Ajorc sera à ligne d'entrée, qu'un Pierre Lesmelou, s'il est toujours là, sera à ligne d'entrée, qu'un Brennan Chardonnay sera en défense. Ça paraît logique. Mais peut-être qu'apporter des touches et des retouches, ça peut aussi pousser tout le monde à faire un petit peu plus et à faire un petit peu mieux. Et je pense que ce serait positif pour l'ensemble du collectif. Et donc, très rapidement, avant que je vous relaisse la parole, effectivement, Yann, je voulais parler, moi, de l'apport de ce qu'on pourrait appeler les nouveaux, ou en tout cas les récents. Le premier auquel je pense, c'est évidemment Kamori Doumbia. Vous allez me dire, il n'est pas nouveau, lui, parce qu'il était déjà là il y a 2 ans. C'est vrai, mais pour moi, cette année, il doit passer un cap. Je l'ai toujours vu comme un remplaçant, Kamori Doumbia. Un gars qui est entré en cours de jeu et qui avait des titularisations sur les matchs, pas forcément les matchs les plus importants. Cette année, il doit prétendre à une place de titulaire et à devenir un joueur important de l'effectif. On sait qu'Éric Roy l'adore. Moi, aujourd'hui, au début août, j'ai énormément de doutes encore sur la capacité de Kamori Doumbia à s'imposer en tant que titulaire et comme joueur fiable de Ligue 1 sur la continuité. Je le sais largement capable de faire de très bons matchs par-ci par-là, de très bonnes mi-temps, des gestes parfois techniques intéressants, mais avoir de la consistance, je m'interroge. Idem, je suis très curieux de voir ce que va donner Hamidou Makalou, plutôt enthousiasmé par ce qu'il nous a montré sur les matchs amicaux qu'il a pu produire cet été. Je vous laisserai en parler. Et autre problème, c'est question un peu physique sur Justin Bourgault. On sait que Bradley Loco, lui, pour l'instant, est toujours là. C'est pas sûr qu'il reste jusqu'à la fin, mais quoi qu'il arrive, il n'a pas joué la saison dernière. Il a forcément des coups de mou un petit peu physiques. Qu'est-ce que ça va donner avec Bourgault derrière? En fait, c'est beaucoup d'incertitudes sur les joueurs qui ont vocation à devenir des joueurs du 12 ou du 13 titulaire, si je puis dire ainsi, et qui auront du temps de jeu, voire même beaucoup de temps de jeu. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que les remplaçants soient au niveau des potentiels partants ou de ceux qui sont partis. Tout en se rappelant qu'il y aura sûrement des nouvelles arrivées. Maintenant, c'est vrai qu'il faut souligner, je pense, l'importance d'un début de saison. Je pense que si on revient donc à la saison 2023-2024, ce match contre Lens, tu le perds, je suis convaincu que tu ne termines pas en Ligue des Champions. À l'inverse, l'année dernière, tu rates ton début de saison, et je pense que ce sont des points qui te manquent aussi en fin de saison pour aller chercher la petite place européenne, la 7e place. C'est vrai que c'est différent quand même cette année parce que tu as quand même un 11, on va dire, qui se dégage, un 11 de grande qualité. Je pense que c'est un 11 qui joue colonne de gauche en Ligue 1.
Maintenant, ce 11 est appelé sûrement à changer d'ici la fin du mercato. Et donc, voilà, tu auras des joueurs qui se connaissent, d'autres un peu moins. Et c'est pas un retour à zéro, mais c'est quand même pas idéal d'officiellement commencer sa saison. À partir du 1er septembre, tu aurais aimé, et je pense que, évidemment, les dirigeants sportifs du club auraient aussi aimé avoir l'effectif au complet, on va dire pour début août, hein, sans parler de non plus mi-juillet, pour la reprise on va dire des choses sérieuses, hein, que ce soit même les derniers matchs amicaux pour mettre en place la vraie équipe type. Mais là, voilà, on jette pas 2 matchs par la fenêtre, mais on va jouer 2 matchs et ensuite on aura une sorte de remise à zéro, et ça me semble problématique, alors que l'histoire récente nous a bien signalé qu'il fallait ne pas rater son début de saison. Et je trouve qu'on le voit régulièrement, d'autant que voilà, Brest va affronter Lille pour ouvrir la saison. Je pense que c'est déjà un match important. Match important, en effet. Yann, tu n'as rien à dire sur le sujet de la. Mais en fait, je m'interroge sur le discours que peut tenir Éric Roy et son staff et la manière dont il prévoit un petit peu les événements des premières semaines de compétition. Comment est-ce que tu veux avoir des ambitions sur une saison tout en ne sachant pas avec quelle équipe et quel joueur tu vas avancer? Comment est-ce que tu veux construire une identité collective, un projet de jeu? Alors évidemment, il y a des profils qui sont recherchés dans les joueurs qui sont pistés, bien entendu, mais on sait qu'un joueur pisté n'est pas forcément un joueur qui finira par signer. Vous allez me dire, oui, mais le système est fait comme ça, le mercato dure jusqu'au 1er septembre. Tous les clubs sont logés à la même enseigne et le Stade Brestois, avec son modèle économique, ne peut pas faire autrement. C'est vrai. D'ailleurs, je le déplore, le fait que le mercato ne s'arrête pas au début du championnat. Je trouve que ce serait beaucoup plus juste pour tout le monde, mais ça, c'est un autre débat. Mais moi, je m'interroge vraiment sur, je suis Éric Roy, comment je fais? On est mi-août, je vais faire mon équipe pour Lille, mais en fait, on est lundi, je ne sais pas si je dis Mady Camara, Pierre Lesmelou seront toujours là. Est-ce que Bradley Loco sera toujours là? Et qui me dit que j'en sais rien, un club anglais n'a pas vu la bonne préparation d'Ajorc et se dit tiens, ce mec-là, il a l'air bon, on va le prendre aussi. Je suis un petit peu inquiet sur le début de saison, d'autant qu'on joue soit des équipes qui ont fait une bonne préparation, je pense à Lens et Lille notamment, qui globalement ont l'air de plutôt bien tourner, surtout Lens avec l'arrivée de Florent Thauvin, c'est plutôt un bel effectif. Et Toulouse, qui à l'inverse a fait une préparation très 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 difficile. Je crois qu'hier, ils ont quand même réussi à ne pas perdre contre Séville. Mais ça, le match à Toulouse, il est déjà important. En fait, si tu veux avoir des ambitions dans cette saison-là, il faut être capable d'aller gagner à Toulouse et potentiellement faire un résultat positif contre Lille, c'est-à-dire au moins ne pas le perdre. Si tu perds contre Lille et qu'ensuite tu dois te coltiner déplacement à Toulouse plus déplacement à Lens, avec un effectif qui est encore un peu brinque-ballant, je trouve ça un peu inquiétant. Un effectif de Lille qui a un peu le même souci que le nôtre d'ailleurs, hein. Beaucoup de départs, assez peu d'arrivées. Ouais, c'est ça. Donc ce sera l'occasion peut-être, c'est vrai, l'occasion peut-être d'en tirer profit. Ouais, après, je vais juste tempérer légèrement ce que vous dites, c'est que on va pas non plus avoir 50 départs et 50 arrivées. Je pense que si on a, 3 départs grand maximum et 3-4 arrivées. C'est pas comme la saison dernière où tu vas avoir un tiers de ton équipe qui va arriver dans les derniers jours. Mais c'est juste tempéré. Je reste assez d'accord globalement sur le constat général, sur le fait que c'est pas normal de pas être prêt pour la première journée. Mais bon, on est loin d'être les seuls dans ce cas-là. Après, ce sera pas non plus des départs anodins. Non, c'est ça. Si départ il y a. Ce sera C'est quand même des départs de ta colonne vertébrale. Et c'est quand même des joueurs assez compliqués à remplacer, tant par la qualité des joueurs que par finalement le profil des joueurs. Que ce soit par exemple, je pense qu'on pense à Lesmelou et à Camara, ça reste des joueurs qui ont un profil assez atypique, je trouve. Et les remplacer, alors si on pense par exemple à un Joris Chotard, c'est pas exactement le profil de Lesmelou, de Camara. Donc il y aura quand même ce petit laps de temps où il faudra un peu voilà, que la mayonnaise prenne, que ce soit à la fois pour les joueurs qui arrivent, mais aussi les joueurs qui sont en place et qui ont l'habitude de jouer avec des Lesmelou et des Camara. C'est facile de jouer avec des Lesmelou, des Camara. Donc ce seront des cycles de passe, des habitudes à changer. De toute façon, on ne peut pas tirer des conclusions sur l'avenir. C'est pas nous qui faisons le recrutement, malheureusement. Donc, c'est aussi peut-être ce point qu'on aurait dû mettre en exergue au début. C'est qu'on fait une preview sur une équipe dont on ne connaît pas. Et là, je pense qu'on va pas tarder à parler de nos attentes un peu plus individuelles. On aura forcément des attentes sur les recrues, mais on ne peut pas en parler aujourd'hui puisqu'on ne les connaît pas. Et non. Peut-être, Franche, tu as déjà commencé à lister quelques joueurs, effectivement, sur lesquels tu as des attentes. Je vais juste rajouter un nom à ceux que tu as cités, toi. Moi, c'est Luc Zogbe, parce que j'adore toujours Ken Mizala, mais je pense qu'il va falloir commencer sérieusement à pencher sur son remplacement. Et pour moi, ça y est, Zogbe doit petit à petit prendre du temps de jeu, avancer et potentiellement s'imposer en fin de saison. Qu'à la fin de saison, on se dise, on est OK pour faire une saison de Ligue 1 avec lui. Prendre attention là-dessus de mon côté. Et aussi la question de la CAN,
qui va avoir lieu cette année. Alors, il faudrait qu'on voit le nombre de joueurs qui sont concernés avec leur pays respectif. Donc, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, Kamori Doumbia, c'est sûr qu'il ira au Maroc cet hiver. Alors, la CAN, j'ai regardé le calendrier très précisément, il n'y aura pas tant que ça de matchs qui vont être impactés en fait. Comme ça commence le 21 décembre et ça se termine assez rapidement le 18 janvier, d'autant qu'il y a pas mal d'équipes qui vont être éliminées avant. Mais donc, je pense qu'on peut. Zogbe, il a des chances d'y aller éventuellement. Makalou, peut-être. Ça dépend de ce qu'il va montrer sur le terrain avec Brest. Doumbia, S'il va à la CAN, c'est bon signe. s'il va à la CAN, c'est un très bon signe, effectivement. Est-ce que Mama Baldé est qualifié? Je Oui, crois pas. Oui, il est qualifié aussi? si, tout à fait, mais à vérifier. Mais je crois que oui, puisque j'avais fait le décompte. Je le précise juste, effectivement, potentiellement, si on se tient juste aux dates de la compétition, les joueurs manqueraient 2 matchs plus un match de Coupe de France. Maintenant, généralement, on voit qu'ils partent 1 ou 2 semaines avant, donc ça ferait quand même des matchs à rater et potentiellement certains qui sont assez importants. Mais il y avait notamment le match contre Lyon, si je ne me trompe pas, il y avait un match contre Rennes également, le match de Coupe de France et il y avait un match contre Auxerre, de mémoire, qui potentiellement peuvent être directement affectés et ça peut être des matchs un peu charnières dans notre saison. On en reviendra après sur Rennes et Auxerre potentiellement, mais oui, tu avais raison, la CAN à prendre en compte aussi. Mais je sais pas si tu as mentionné Junior Diaz, Non, et tu as tout à fait et raison, qui est ivoirien. tout à fait. Pas encore international, mais bon, lui, pareil, s'il va à la CAN, c'est bon signe. Tout à fait. Quentin, tu n'as pas encore dit quel était le joueur que tu suivais, Eh non. vous voulez voir. Et oui, c'est Hamidou Makalou. Comme Fanche, plutôt enthousiasmé par ce que j'ai vu de sa part en pré-saison. Bon, il est encore très très jeune, hein, mais il a aussi été élu révélation du tournoi de Toulon. Je pense que c'est quelqu'un qui est en très nette progression, contrairement par exemple à son compatriote Kamori Doumbia, où c'est vrai qu'on a des... Comme Fanche, on se rejoint un peu là-dessus, pas mal Fanche sur Kamori Doumbia, mais on a du mal à cerner ses qualités, en fait, à Kamori Doumbia. Alors que Makalou, elle saute aux yeux dès qu'il touche le ballon. Alors, c'est pas encore parfait, évidemment, mais il y a beaucoup de qualités d'explosivité, de vision du jeu, qualité de passe, qualité technique. Ça me semble être quand même un joueur extrêmement intéressant. Alors, évidemment, il ne sort pas de nulle part, hein, puisque je crois qu'il avait été élu ballon d'argent à la Coupe du monde U17, pardon. Donc il y a quand même une certaine base de travail. C'est pas un no-name qui arrive là et qui se dévoile. Donc j'imagine qu'il devait y avoir déjà à l'époque des qualités. Mais là, au niveau professionnel, face à des adultes, il a au moins des qualités qui vont lui permettre de passer outre son gabarit. Donc c'est quand même très, très enthousiasmant et c'est vraiment la curiosité pour moi de cette saison. Évidemment, on est obligé de penser au côté financier, hein, même avant qu'il n'ait explosé. Mais un joueur comme ça qui explose, s'il parvient à exprimer tout son potentiel, c'est quand même pas mal de millions d'euros qui tombent dans la besace. Donc ça fait toujours plaisir. Mais avant de parler de millions d'euros, vraiment enthousiasmé par ce que j'ai vu et je pense que ce sera la bonne surprise de cette saison. En tout cas, je suis dans le train. On est dans le train qui, on le rappelle, est conduit par l'ami Frissorard sur le Discord. On le salue. Sinon, on en parlait un peu en off aussi. Bon, c'est pas une révélation du tout parce qu'il a fait une très bonne saison, mais l'autre qui fait une bonne pré-saison, et je crois que c'est toi, Quentin, qui voulais le souligner, c'est Ludovic Ajorc. Quand même l'air d'être là pour casser des culs. Désolé, je l'avais dit. Ah ouais, non, mais non, bah, c'est littéralement ce qu'il a fait en pré-saison. Un immense plaisir, en fait, de voir ce joueur évoluer sous les couleurs de ton club. Parce que j'imagine que les Strasbourgeois ont pris pas mal de plaisir toutes ces saisons devant Ludovic Ajorc, mais le profil est pareil, tellement atypique, attachant, pas que par séquence en fait. On parlait de constance de l'équipe il y a quelques minutes. Pour le coup, Ludovic Ajorc est vraiment à un niveau depuis qu'il est arrivé au Stade Brestois. Parlons de sa campagne de Ligue des Champions, s'il vous plaît, messieurs. C'était pour moi le meilleur joueur en Ligue des Champions du Stade Brestois, malheureusement pas récompensé. Très, très grosse pré-saison et ce sera peut-être le baromètre de l'équipe et de la saison de l'équipe. Parce qu'avec Ludovic Ajorc, je pense que tu as des objectifs. Si Ludovic Ajorc se blesse, tes objectifs diminuent drastiquement. Donc, important de garder Ludovic Ajorc en bonne santé. En tout cas, il a l'air en forme, hein. Il a fait 90 minutes, si je ne dis pas de bêtises, contre Sassuolo. Il n'y aura pas de problème contre Lille. Je pense que les défenseurs centraux lillois vont passer une sale après-midi, je vous le dis. Donc il n'y a plus de Diakité. Il nous fait toujours très mal avec un très bon défenseur qui, a priori, est parti. C'est rejoint. Voilà, je ne sais pas si franchement, tu voulais mettre quelqu'un d'autre en avant. Sinon, on peut passer un peu au point prédiction. Tu sais, la séquence qu'on ressort tous les ans et qu'on se rend compte à quel point on est débile.
Non, ce point de vue individuel, vous avez cité des joueurs importants. Il y a aussi l'interrogation autour du gardien de but. Maintenant, on sait qui c'est. Et il y a l'épisode, je crois, Yann, qui est sorti de présentation de Majewski. Voilà, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que passer après 4 années globalement quand même très satisfaisantes de Marco Bizotte avec des très très hauts et quelques bas, est-ce que cette défense arrivera à être assez imperméable? Est-ce qu'on aura un gardien qui sera un gardien fiable? On a vu sur les quelques minutes, les 45 minutes qu'il a eu contre Sassuolo, que son jeu au pied avait l'air un petit peu perfectible. Et on n'a pas eu particulièrement l'occasion de le voir non plus tellement sollicité par les frappes adverses. Donc je pense que c'est comme pour Marco Bizotte lorsqu'il était arrivé, il va falloir lui laisser un petit peu de temps, du temps d'adaptation, du temps pour connaître ses coéquipiers, avoir des repères avec les uns les autres, des repères au stade aussi. Je pense que c'est quand même un profil assez intéressant pour le Stade brestois. Il fait une très belle saison 23-24. Je pense qu'on aurait pu avoir pire. Peut-être que la piste Robert Isser était celle qui me parlait le plus, et en tout cas qui me tentait le plus en début de mercato. Mais finir avec Majewski, bon, ça me convient quand même. Après, derrière, il y a aussi toujours des interrogations. On a parlé très brièvement de Junior Diaz, mais pareil, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Je trouve que sur les matchs de prépa, il a montré des choses assez intéressantes, notamment avec le ballon, dans sa capacité de relance. Et avec Brennan Chardonnay, peut-être que ce sera un peu plus complémentaire que la charnière Chardonnay-Ndiaye, même si j'aimais bien Ndiaye, hein, mais peut-être qu'avec Diaz, on aura un autre profil qui pourra permettre à l'équipe d'avoir un style de jeu un petit peu différent. Voilà, quelques interrogations comme ça, par-ci, par-là. Après, je vais pas vous dire que je suis intéressé par ce que va nous proposer Magnetti, hein. Magnetti, ça fait des années qu'on le voit, on sait ce qu'il va nous donner. Red Castillo, globalement aussi. Père également, je termine là-dessus, voir un petit peu plus d'efficacité, parce que j'ai évoqué le cas pour Kamori Doumbia, mais il n'y a pas de raison qu'un joueur comme Ama Baldé passe à côté non plus des critiques, parce que c'est quand même beaucoup de volonté, mais assez peu de concrétisation pour Ama Baldé, qui, à mon avis, souffre de jouer à ce poste sur le côté, et peut-être que dans l'axe, avec plus de profondeur, il serait meilleur. Malheureusement, vous l'avez dit juste avant, il y a eu Ludovic Ajorc en place, et Ludovic Ajorc, il est absolument indiscutable devant. Un profil davantage Koulibalesque pour Junior Diaz, je pense, que Ndiaye. Petit aussi point sur, on va presque les mentionner tous finalement, mais sur Bradley Loco, qui revient d'une blessure dont on dit souvent qu'on ne revient pas véritablement le même. C'est comme une très très grave blessure, hein, la rupture du tendon d'Achille. Est-ce que sur ce que vous avez vu de la préparation, est-ce que ça vous a semblé rassurant? Moi, je vais répondre non, pas à cause de lui, mais parce qu'on a vu qu'il n'y a que lui, en fait. Et on a déjà évoqué le sujet dans le À la plage 3. J'aurais été content que Daouda Guindo signe, parce que pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de Bourgo. Et Loco peut se blesser de nouveau au tendon, mais aussi ailleurs. Il peut être suspendu, il peut avoir du mal à trouver le rythme, et on n'a personne à sa place. Je sais que tu es partisan de bricoler, par exemple, Lala à gauche et Zogbe à droite. J'aime pas trop le bricolage, j'en ai un peu marre. Ce serait bien d'avoir des solutions pérennes, et voilà, inquiet. Mais pas à cause de lui, parce que lui, par contre, ça a l'air d'aller, il est en jambes, motivé, et voilà, mais on verra au niveau compétition. C'est vrai que le bricolage, tous les ans, on espère que l'année suivante, ce sera un petit peu moins le cas. Et finalement, j'ai l'impression qu'encore plus cette année que jamais, malgré les sous de Ligue des Champions, et ça, on le répète, on l'a déjà dit, donc on va pas revenir là-dessus, mais on est encore dans une saison, dans une intersaison plutôt, où on va parer vraiment d'abord à essayer de combler les trous et les différentes caisses qu'il faut remplir avant de pouvoir éventuellement avoir un ou deux transferts payants, et le reste sera des prêts. Mais à terme, j'en avais déjà parlé dans un podcast précédent, effectivement, le travail de Grégory Lorenzi, il est intéressant, et que ce qu'il a fait avec le club, et ce qu'on fait, globalement, l'ère de Denis Le Saint, elle est exceptionnelle pour le Stade brestois. Mais si on se projette un peu, et si jamais tout ça venait à se terminer, si Grégory Lorenzi venait à partir, par exemple, l'année prochaine, ou que le club, malheureusement, finissait par descendre, qu'est-ce qui reste? Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, il y a assez peu de joueurs qui sont encore, qui appartiendront au Stade brestois, et ce bricolage-là, c'est un petit peu, finalement, le nuage et le point noir autour de tout ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand j'avais un petit peu de mal à m'enthousiasmer, il y a le fait que l'effectif, il soit encore assez incertain, et quoi qu'il arrive, c'est que les joueurs qui sont arrivés, que ce soit Junior Diaz ou Majewski, l'année prochaine, ils sont déjà au mercato, ils seront déjà plus là, donc il va falloir recommencer. Et c'est un peu une lassitude à ce niveau-là, de se dire, bon, on commence tous les ans la partie de Football Manager, en espérant qu'on tombe sur des boîtes de pioche, et qui est plus nul que nous, quoi. Et malheureusement, je pensais que moi, la performance exceptionnelle 2023-2024 et la Ligue des Champions permettrait au club de passer un cap, non pas sportif, mais plutôt un cap institutionnel et un cap structurel. Malheureusement, on en est encore un petit peu loin, et tant qu'il n'y aura pas le nouveau stade, j'ai peur que ce ne soit pas le cas. Il faut aussi reconnaître que le club n'a pas la chance, et n'a pas de chance d'être tombé dans cette période des droits télé qui est extrêmement incertaine. Et là-dessus, bien sûr, ils y sont pour rien. Autre chose qui revient tous les ans, c'est nos prédictions, où on passe pour des cons. Et ça vous va si on y passe directement très rapidement? Allez.
Passons pour des cons. Toujours un Je vous plaisir. donne- Je vous donne la catégorie, vous me donnez votre réponse. Pas de justification, comme ça les gens pourront clipper et nous le ressortir en fin de saison. On commence avec le classement en Ligue 1 et le nombre de points. Quentin. Allez, 7e. Allez, on va mettre 55 points ici. 7e avec 55 points. Franche. De mon côté, ce sera 10e en raison d'un mauvais début de saison. Je pense que ça va être un peu compliqué au début et que l'équipe aura peut-être du mal à trouver ses marques, donc du temps perdu. Mais 10e avec, allez, je vais dire quoi, un total de 44 points. Oh, c'est bas. Moi, je dirais 8e avec 51. Voilà. Ok. On On- notera tout ça, on gardera ça bien au chaud pour faire l'épisode de fin de saison. Exactement. On parlera aussi de la Coupe de France. On n'en a quasiment pas parlé, comme si on avait déjà tiré une croix. Vous pensez qu'on s'arrête où? Quentin, de nouveau. Bon, allez, 16e de finale. Généralement, c'est tous les 2 ans. Hein, je crois qu'on performe plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal la saison dernière. Donc, une élimination, ça fait longtemps contre pas des amateurs, mais on va dire un club national. C'est l'ADN. Genre Villefranche. Voilà, Villefranche. Prof. Moi, j'espère et je me dis qu'une des chances du Stade Brestois, c'est d'avoir Éric Roy comme entraîneur. Et Éric Roy, c'est la gagne qu'il essaye d'inculquer à ses joueurs et à son effectif. N'ayant plus de Coupe d'Europe, j'espère, et plus que 34 matchs dans la saison, j'espère qu'ils vont faire de la Coupe de France un objectif. Et ils ont potentiellement vu l'année dernière qu'il s'était passé pas très loin de quelque chose de sympa. Et on reviendra pas sur le match de Dunkerque parce que c'est pas encore le moment venu de l'épisode du flop 10. À ce moment-là, peut-être on pourra en reparler. Et j'espère en tout cas qu'ils feront de la Coupe de France un objectif. D'autant plus que si en Ligue 1 ça se passe relativement bien et qu'on est confortablement installé dans le ventre mou, comme on aime l'appeler, je vais dire un autre quart de finale avec un pas de bol au tirage et tu vois, genre un Monaco ou un Paris à l'extérieur qui nous élimine. De mon côté, je dis un quart de finale également, mais avec une élimination contre Lens. Ensuite, meilleur buteur. Bon, là, je pense que ça va être unanime. Ludovic Ajorc. Je donne un nombre de buts, j'en dis 16. Toutes compétitions confondues. Neil Maupay avec 15 buts. Ah, on l'apprécie celle-là. Franche. Erling Haaland, non, moi ce sera Ludovic Ajorc aussi sans grand suspense, avec 12 buts. L'autre catégorie, c'est meilleur passeur. Quentin. Ludovic Ajorc avec 6 passes décisives. Ok. Pense. Moi je réfléchis au tireur de coup de pied arrêté, ce sera très certainement entre Kamori Doumbia et je te Qui ne vois tire pas bien les coups de pied arrêtés. J'allais dire, je te vois faire la grimace, Quentin, tu vois, je te connais. Kamori Doumbia qui tire pas bien les coups de pied arrêtés ou Romain Del Castillo qui les tire mieux. Si Pierre Lesmelou reste, il peut également être dans la danse, même s'il joue quand même relativement bas. Et je veux dire, Romain Del Castillo, 5 passes décisives. Je vois pas. On a aussi Kenny Lala qui tire les coups de pied arrêtés de temps en temps. C'est Qui vrai. tire plutôt bien. Del Castillo, 5. Del Castillo, 9. Voilà, beaucoup de corners encore, comme prévu. Et on termine sur les prédictions libres. Voilà, est-ce qu'il y a une prédiction, un truc que vous voyez venir? Ça peut être drôle, ça peut être sympa, ça peut être un match précis. Alors moi, j'en ai une. On fera plus de matchs avec un losange au milieu de terrain qu'un 4-3-3. Ok, on vous tiendra le décompte, ça se tient. Moi, ma prédiction, c'est sur un match en particulier, enfin 2 du coup. Je pense qu'on sera une nouvelle fois invaincu contre le Stade Rennais cette saison. J'allais parler du match à Lorient en disant qu'on allait gagner au Moustoir, mais tu vois, on reste sur le derby. Et sinon, j'aurais bien aimé, alors c'est pas forcément une prédiction, je sais pas si on peut faire des vœux aussi, Yann, ou si ça vient après. Si tu veux, oui. Ce serait donc de cette fois-ci de ne pas perdre à domicile contre le PSG, parce que même potentiellement de gagner. Je crois que c'est la seule équipe qu'on n'a pas réussi à battre depuis qu'on a monté en Ligue 1 en 2010. On a gagné contre toutes les équipes qui sont actuellement en Ligue 1, sauf contre Paris. Et j'aimerais bien qu'on puisse enfin arriver à les battre une fois pour avoir fait le grand chelem. Mais sinon, au rayon des vœux et des souhaits, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, notamment après le match amical contre Sassuolo, et je sais qu'on est quand même plutôt écouté, de faire un effort sur la sono au niveau de Francis Leblay et de l'accueil des supporters entre les queues, les buvettes, etc. Parce que notamment Arca, c'était vraiment, vraiment problématique l'année dernière. Que tout se passe bien aussi avec des supporters et les groupes de supporters. J'espère que ce qui s'est passé contre Lens l'année dernière, tout ça se reproduira pas et que chacun va travailler en bonne intelligence pour que justement on n'ait plus à subir ce genre de débordement et que l'image de tous soit finalement un peu dégradée. Et puis voilà, et globalement qu'on passe une belle saison avec en tout cas des émotions et qu'on soit fiers toujours et qu'on se dise toujours que c'est bon d'aimer le Stade Brestois à l'issue de la saison que l'on va voir.
Je suis dans le déni, les matchs de Paris n'existent pas. Mon vœu, au-delà de tout ça, et je pense qu'il fait la transition vers la preview plus générale, c'est que ça se passe très bien pour la nouvelle chaîne Ligue 1+. Voilà. Que ça donne un peu de visibilité à long terme pour les consommateurs, pour les clubs, et j'espère que tout se passera bien. Ça fait la transition vers la présentation plus générale, mais c'est vrai que les premiers signaux sont plutôt bons. Peut-être pas les consultants, mais à la limite, ça c'est pas le plus important, hein. Ça reste quelque chose de toute façon que les chaînes vont avoir, mais voilà, c'est bon. Si évidemment on pouvait ne pas devoir enlever le son des matchs, ce serait excellent. Il y a le sentiment que les critiques ont été écoutées. Ouais, c'est ça. Et ce que je voulais dire juste avant aussi, et dont je voulais parler plus tard, c'est qu'il y ait plus d'opportunités pour les créateurs aussi, un peu comme nous, que ce soit la page Ici c'est Brest, que ce soit d'autres créateurs autour du Stade Brestois, d'avoir un petit peu plus aussi d'ouverture de la part des clubs, et pas simplement être vu comme des trublions, mais vraiment nous, quand on parle de Brest, c'est pas pour critiquer, c'est au contraire pour mettre en valeur le produit Brest, le produit Ligue 1. Et ce serait bien que la chaîne Ligue 1+, de manière générale, s'adresse aussi beaucoup, et un petit peu plus en tout cas aux jeunes et pas uniquement au profil habituel des gens un petit peu plus âgés qui regardent uniquement sur leur télé. Parce que le foot, on voit bien ça dans les autres championnats, il change aussi, la manière de consommer le foot, elle change. Ce serait bien que la Ligue 1 s'adapte et se mette à la page aussi de cette nouvelle forme de consommation. Et même si je vois que l'appli, là, elle a l'air de faire, d'aller dans le bon sens, hein, en mettant des anciens matchs, en mettant du contenu additionnel, et cetera, de vraiment réussir cette transition et de la nouvelle manière de consommer le football en France et que la Ligue 1 soit un produit moderne. Produit moderne qui a des arguments à vendre cette saison, je pense. On va en parler de suite, hein, globalement. Oui, alors déjà peut-être commençons par les adversaires, on va dire directs du Stade Brestois. Alors déjà, quels sont-ils? Peut-être la Pour première moi, question. je sais pas que c'est l'adversaire direct, mais pour moi, l'étalon, ça va être Auxerre. Parce que Auxerre, pour moi, c'est l'équipe milieu type qui, sur une bonne saison, peut basculer au-dessus, qui en plus est en train de monter très vite, hein. Ils sont remontés qu'il y a 2 ans, mais le projet financier tient bien. Donc finalement, l'équipe avec laquelle je vais me comparer sur la durée, c'est Auxerre. Et j'allais dire Toulouse, mais vu leur pré-saison, Toulouse, j'espère qu'on finira bien au-dessus d'eux, parce que sinon ça sentira le roussi. C'est vrai que Toulouse, ça a l'air particulièrement compliqué, hein, sans même parler des résultats de la pré-saison. L'ambiance autour du club a l'air d'être un peu nauséabonde, notamment avec le changement de président. Alors je ne sais pas si c'est synonyme de changement de politique, on va dire statistique, puisque Je crois que si. Il me semble que l'arrivée d'Olivier Corec, il a signifié assez vite que la vision un peu 100% data qui était un petit peu la manière de travailler de Damien Comolli, elle est plus être la même. En tout cas, qu'ils allaient se servir des data, mais uniquement comme soutien et plus comme outil prioritaire en tout cas. risqué en tout cas de changer un peu, ouais, tu changes le président, hop, le fonctionnement change. C'est risqué. C'est vrai que Toulouse, attention Toulouse. Attention évidemment à Angers, hein, et attention au Havre évidemment. Une petite question sur Nantes. Nantes, ça va être tout ou rien, je pense aussi, hein. Je pense que ce sera rien. Le souci de Nantes, c'est qu'en fait, ça peut être rien pendant 3 mois et demi, 4 mois, puis changement d'entraîneur et retour aux bonnes vieilles méthodes. Donc là, c'est Comboiré qui est parti le dernier, c'est ça? Oui, oui. Donc Der Zakarian qui arrive probablement. Alors avec Kita, c'est pas sûr. Ah oui, c'est vrai. Oh, mais Non, retour de Antoine Comboiré pour la 4e fois. Raymond Domenech éventuellement. Non, Ouais. mais c'est vrai que non. Cela dit, ils ont quand même des jeunes plutôt intéressants. Je trouve Louis Leroux, c'est pas mal du tout. Joanne de Penant, pardon, j'aime bien ce joueur aussi. Alors, ils ont vendu Nathan Zézé très très cher. Ils ont bien vendu, non? D'ailleurs, ça parle aussi Oui. Moses Simon, etc. Ils ont de l'argent, potentiellement, ils vont pouvoir se renforcer. Et puis, le coach Castro a l'air d'être un coach assez caractériel. Je crois qu'il plaît pas trop dans le milieu. En tout cas, les collègues entraîneurs se fritaient beaucoup avec lui. Mais en ce qui concerne le jeu qu'il veut mettre en place, ça peut être intéressant. Est-ce que Kita va lui laisser le temps? Pas sûr, mais de manière générale, de toute façon, il y a l'air d'avoir quand même un match à 4 pour moi pour le maintien. Angers, Le Havre, Metz et Lorient. Même si Lorient, je les vois un petit peu supérieurs aux 3 autres. Globalement, entre Angers, Le Havre et Metz, ça semble les 3 équipes qui aujourd'hui sont les moins armées pour rester en Ligue 1 l'année prochaine. Et Yann, tu parlais d'Auxerre. Auxerre a aussi perdu Perrin, perdu Jubal, si je dis pas de bêtises. Le joueur qui était prêté, son nom m'échappe, c'était Traoré. Ah ouais, Qui avait fait Ahmed Junior. Ouais, moi, je dirais aussi à méfiance sur la J1. OK, bah, moi, je me suis amusé à faire, mon classement prédictif et en fait, tu vois, sur les 5 derniers, puisqu'on démarre visiblement par là, j'ai mis Le Havre, Toulouse parce que leur pré-saison est catastrophique et l'effectif ne tient pas la route.
Metz, parce que c'est Metz, donc il jouerait un barrage. Angers. Alors Metz, ça va être intéressant parce que bon, l'année dernière, c'était assez particulier. C'est vraiment une équipe qui ne ferme pas du tout le jeu. Alors en Ligue 2, ça peut marcher parce qu'ils étaient individuellement et collectivement meilleurs que son adversaire. En Ligue 1, s'ils font pareil, le record de buts encaissés de Bordeaux, il peut tomber. Ils ont pris 8 contre Offenheim il y a quelques jours. C'est vrai. Et donc on a Stéphane Le Mignan aux commandes. Alors moi, je suis particulier. Enfin, j'aime beaucoup Stéphane Le Mignan, mais c'est vrai qu'il va quand même devoir devenir un peu plus pragmatique, je pense, parce que c'est vrai que Metz, c'était quelque chose. Beaucoup d'occasions créées et beaucoup de grosses occasions concédées aussi en contre parce que il y avait des boulevards derrière. Mais bon, évidemment, ça prenait des risques d'un côté, donc il y avait des risques pris de l'autre. La fin de match, le dernier match de saison, c'est contre Rodez à domicile. Oui, c'est ça, oui. C'est n'importe quoi. Il y a des actions de part. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils montent pas directement et qu'ils sont obligés de passer par les barrages aussi, parce qu'ils avaient la montée bien en main et finalement ils finissent 3e. Mais je suis pas sûr qu'en Ligue 1, quand tu as que Metz ait l'effectif idoine pour jouer de cette manière en Ligue 1 en tout cas. Et je trouve qu'aussi que leurs joueurs manquent un peu de talent. Non, pas vraiment de talent, parce que je trouve que justement, ils ont du talent, mais ils l'utilisent particulièrement mal et dans les zones de vérité, vraiment, Metz, c'était dramatique, parce qu'il se crée un nombre d'occasions quand même qui était énorme par match, et vraiment le nombre de buts inscrits ne reflétait vraiment pas la domination, surtout à domicile, qu'ils avaient sur les matchs. Je pense que ouais, c'est dangereux, Metz, dangereux. C'est vrai que l'ascenseur est presque annoncé. Ouais, moi je les ai mis en barrage, une front. On parle de promu, parlons de l'autre promu, des 2 autres, mais commençons peut-être par le breton, Lorient. Moi, à titre personnel, je les vois faire une bonne saison. Je les ai mis 12e parce qu'ils avaient un effectif qui était meilleur que la Ligue 2, un effectif déjà de Ligue 1 qui consolide de manière cohérente. Maintenant, je les vois pas être flamboyants non plus. Donc je les vois un maintien, peut-être dans les dernières journées, mais finir 12, 13e, sachant que on y reviendra après, mais moi, je les mets devant Rennes. Ah oui, t'es vraiment pas très optimiste Ah oui. cette année. Là, pour Rennes, pas du tout. Hein. Là, je regarde leur effectif, ça manque un peu de talent, quoi. Pour moi, Lorient, c'est un peu léger encore, ouais. Pas beaucoup de recrues, pas particulièrement emballé pour aller l'orienter en tout cas. Mais j'espère vraiment qu'ils finiront derrière nous. Et je suis pas non plus très emballé pour Lorient, où ça manque un peu de certitude, quoi, au niveau des profils. Alors, tu as toujours les mecs qui étaient là, comme Talbi et Abergel. Après, c'est des mecs qui sont déjà descendus, donc... Ah, il y a Bandugou Faliga aussi, tiens. Oui, qui a un peu joué. Ça manque un peu de joueurs au milieu, mais je trouve qu'il y a au moins un 11 qui est assez cohérent, en fait. Et il y a quand même quelques joueurs talentueux. Je pense que Pablo Pagis, ça peut être une des Pablo Pagis, c'est bon joueur. Ça, c'est bon joueur. Rangez-vous le dimanche 19 octobre au Moustoir. Week-end de mon anniversaire. Voilà. Ce sera après la trêve internationale du mois d'octobre. C'est la 8e journée, la 7e journée, le 5 octobre, et on reprend le 19. Mais j'espère qu'on y sera. On espère aussi. Dis-nous en plus sur Rennes, Yann. En fait, je pense que Rennes, ça va être la même chose que cette dernière saison. Pour moi, Rennes a fait un très mauvais choix d'entraîneur. La petite Bay, c'est peut-être bien pour coller, mais ça ne tiendra pas sur la durée. Et on sent déjà une cassure dans la prépa, on voit dans les discussions, on voit dans la construction de l'effectif. Donc je pense que Rennes, comme tous les ans, va être à la peine, enfin comme tous les ans, depuis 2 ans, va être à la peine jusqu'à la 25-26e journée. Puis ils vont changer leur entraîneur, potentiellement ils vont faire un gros mercato hivernal et ils vont revenir, allez, 12-13e, pas au-delà. Et pour moi, c'est un effectif qui manque énormément de qualité pour jouer ce qu'ils espèrent jouer, c'est-à-dire la Coupe d'Europe. Devant, il n'y a pas grand-chose. Je trouve qu'il y a un manque de certitude au milieu, derrière. Donc ouais, pour moi, ça va encore être pas très cohérent. Ils vont encore bricoler parce qu'ils ont beaucoup d'argent et tout changer en milieu de saison, mais ça suffit pas pour atteindre les objectifs. Avantage de Rennes, à tout moment, ils nous sortent un mec du centre de formation qui met 15 buts. Oui, comme si c'est... Voilà. Ils peuvent aussi recruter avant la fin. Je crois qu'ils ont envie d'acheter du monde. Là, ils étaient sur Madi Camara aussi. Ils ont l'air d'être assez incisifs. Ils vont être incisifs sur les dernières semaines, je pense. Tout à fait. Peut-être, nous, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je crois que tout le monde n'attend que ça. C'est le Paris FC qui monte avec un budget XXL. Est-ce que ça vous intéresse et surtout, est-ce que vous les voyez venir ? Moi, je vous avoue que j'ai beau habiter à Paris, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est compliqué, en plus, ils ont un entraîneur dont je connais pas très très bien. Qu'est-ce qu'il a fait avant ? Il n'a pas fait grand-chose. On peut dire qu'ils ont le même maillot domicile que nous. C'est un très beau point commun. Tu changes juste les couleurs, sinon c'est le même. Après, eux aussi, je crois qu'ils vont être assez offensifs sur la fin de mercato.
Ils ont déjà dépensé pas mal. Là, ça parle de Ablin, hein, surtout, la grosse rumeur autour du Paris FC. Bon, clairement, je pense qu'ils ont un effectif pour largement rester en Ligue 1. Maintenant, il faut aussi que la sauce prenne. Il faut qu'il y ait un engouement autour du club. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ils vont pas jouer à Charletti, hein, c'est ça. Ils vont jouer à Jean-Bouin, si je dis pas de bêtises, ça. juste à côté du. Donc déjà, il y a point positif pour eux. Parce que c'est vrai que créer un enthousiasme à Charletti, c'est quand même hyper compliqué. Mais des joueurs comme Marchetti, comme Maxime Lopez, comme Jean-Philippe Crasso, c'est des joueurs qui ont déjà fait des belles saisons en Ligue 1. Moses Simon. Évidemment. Oui, ça Mais- De Smet qu'ils ont recruté et Sangui de Reims, ça reste tout à fait cohérent. Alors, Otavio, tu connais un peu Otavio, toi, Yann? Juste de nom, mais c'est cohérent et puis ça peut donner un peu de certitude, mais non, je suis pas sûr. Et justement, c'est ça, je trouve qu'ils ont une défense qui ne donne pas beaucoup de certitude. Je signale juste, vous le verrez, Thomas Olila, leur latéral, je crois que c'est gauche, c'est le Gauche. de Romain Perrault dans le style de jeu, dans la dégaine sur le terrain. Voilà. Mais je trouve que défensivement, ça manque beaucoup de certitude et de leader. Donc pour moi, ça peut vite partir à l'eau, cette histoire. Après, c'est sûr que s'ils font jouer Colodier Diac titulaire, ça va être compliqué. Je crois qu'il a perdu son brassard de capitaine. Enfin, en tout cas, comme il va pas être titulaire, il cherche un nouveau capitaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre sac, dans cette belle Ligue 1? Je crois Il y a une interrogation, c'est Lyon. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, là, j'étais très, très inquiet, mais enfin très inquiet sans être inquiet, parce que concrètement, je m'en fiche, mais de voir qu'ils avaient vraiment eu beaucoup de mal à passer la DNCG, je m'étais dit, ouais, ça va être très compliqué, ils vont devoir vendre. Ils ont perdu Cherki, Lacazette, et puis là, paf, miracle, ça recrute à tour de bras. Ça envoie des 8, des 10, des 15 millions, des bonus sur les uns, sur les autres, sur des joueurs qui en plus semblent être des joueurs, alors pas forcément extrêmement connus du grand public, mais avec un certain potentiel qui, de l'avis de tous en tout cas, sont des joueurs intéressants. Et c'est l'Olympique Lyonnais qui rafle la mise, donc moi ça m'étonne beaucoup, de voir l'OL aussi incisif, sur le mercato. Donc avec cette équipe-là, j'ai vu un peu le 11 qu'ils avaient aligné contre Étafé, même s'il y a évidemment devant, encore des manques. Je pense que le seul Mikotadze, c'est peut-être un peu léger à lui tout seul. Mais sinon, l'équipe est pas trop mal et je les vois pas forcément jouer à la Ligue des les places avec des champions, mais moi qui m'attendais à avoir une saison très difficile pour l'OL, je les vois bien dans les 6 premiers encore. Ouais, moi je les vois 5e. Concurrent direct de Brest, Lyon? Non, c'est meilleur pour moi, largement. Est-ce qu'on joue le même championnat? Au début, je pense que oui, et après, petit à petit, l'écart va se creuser. Même si, ne pas oublier, Lyon va jouer une Coupe d'Europe. Donc, en termes de gestion du calendrier, ça peut jouer. Peut-être terminer par continuons de passer pour des cons. Oui, Quelques pronostics sur le champion. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin. À moins que quelqu'un ait une non. petite. Non, Ouais. Pas de fantaisie, sur des questions. Les Européens, peut-être. Les Européens, peut-être, oui. Je ne les mets pas dans l'ordre. Je limite le fait de passer pour des cons, mais je vais te dire Monaco, Lille, Nice, Strasbourg, Lyon. Et Lens, excusez-moi. j'ai oublié Marseille? Lens. Non, je vois Marseille faire une nouvelle saison un peu cata, finir le 8e. Mais je précise juste, je pense que Lens sera le dauphin cette saison. Très hypé par cette équipe lensoise. Ah oui. De mon côté, ce sera PSG premier, Marseille en 2. Alors, il me semble avoir, contrairement à ce que pense Yann, peut-être que je me plante, hein, évidemment, mais j'ai l'impression que ce qui est en train de créer Marseille, les recrutements est plutôt intéressant, même si derrière, ça peut encore peut-être paraître un poil fragile et il y a la Ligue des Champions à gérer en plus, c'est vrai. Mais globalement, plutôt intéressé par cette équipe de Marseille, en tout cas curieux plus qu'intéressé. Paris-Marseille, après, il y a toujours l'incertitude Monaco, parce qu'il y a évidemment l'arrivée de Pogba, mais il ne pourra pas jouer avant octobre, je crois, et globalement, j'en attends pas grand-chose de lui. Moi, Incertitude Strasbourg aussi. Hein. Incertitude Strasbourg, mais je pense que l'équipe de Strasbourg, Strasbourg a un bon coach et pourrait, sur la continuité de la saison dernière, faire quelque chose d'intéressant. Donc je mets Paris, Marseille, numéro 3, allez, je mets Monaco, encore Lille, Strasbourg et Lens, et après Rennes. Je vois pas Nice, par contre, moi, être dans les Européens l'année prochaine. Quentin? C'est assez homogène en gros. Hein. Tu vois, quand je nous compare à Nice, alors évidemment, ils ont plus de moyens, mais ça peut changer d'ici la fin de saison, la fin du mercato, mais je me dis qu'on a autant de consistance qu'un club comme Nice, qu'un club comme Lyon, qu'un club comme Rennes. Donc, allez, je nous mets européens, 7e. On va considérer que la Coupe de France sera gagnée par Paris. Paris, Marseille, Monaco, et là, ça commence déjà à être compliqué. Allez, éventuellement Lens en 4e, Lille 5e et allez, Lyon 6e. Très bien. Et Strasbourg juste derrière nous.
Très bien. Bon, on a déjà évoqué les candidats maintien. Sans. Pardon? Et qui descend? Bah, moi, je l'ai déjà donné. Pour moi, c'est Le Havre-Angers. Le Havre, Toulouse et Metz en barrage. Moi, ce sera Le Havre et Metz. Et en barrage? Ce sera Et en barrage, ce sera Angers. Angers et Metz qui descendent. Et en barrage, Lorient. Ok. Et on peut terminer sur une prédiction libre, effectivement. Il nous reste à peu près 1 minute 30. Franche. Prédiction libre, ce sera le PFC va pas faire une saison aussi folle que certains l'espèrent. Je pense que ça va être un peu compliqué l'apprentissage de la Ligue 1 parce que j'ai du mal à imaginer un gros enthousiasme autour d'eux de manière locale. Ils sont montés la pire année, enfin l'année où le PSG a mis tout le monde d'accord, donc je suis pas certain qu'ils trouvent leur public aussi facilement. Donc un PFC, le PFC qui sera ventre mou, deuxième partie de tableau. Gros doute effectivement, et Yann, je veux pas te piquer tes prédictions, mais ce que tu as dit sur Toulouse, gros questionnement en tout cas sur Toulouse. Qu'est-ce que ça va donner Toulouse cette année? Et après, je vois une ultra domination du PSG encore à peu près partout, que ce soit en collectivement ou même individuellement, que ce soit sur les buteurs, les passeurs, etc. J'espère juste, si je sors un tout petit peu du cadre de la Ligue 1, qu'on verra des performances européennes des équipes françaises. Alors, Ligue des Champions, j'en doute pas, parce qu'en Ligue des Champions, on a vu que même Brest arrive à performer, parce que évidemment, c'est tellement important que les équipes se donnent à fond. Mais en tout cas, qu'en Europa League et en Conference League, que ce soit Strasbourg, s'ils se qualifient en Conference League, ou Nice et Lille en Europa League, et Lyon, fassent un petit peu meilleure figure que ce qu'on a vu l'année dernière. Moi, en 1 seconde, ça va être Paul Pogba nommé à misère. Voilà. Quentin? Ce sera Pavel Schulz, la recrue de Lyon, le Tchèque, le meneur de jeu un peu old school, qui sera la révélation de la Ligue 1. Voilà, avec une dizaine de buts et 5-6 passes décisives. Ça ne sera pas Midou Makalou. Non, pas encore. Dommage. Très bien, messieurs, ça fait une bonne heure presque et demie. Il en faut pour parler de ce beau championnat qu'est la Ligue 1. Il en faut pour parler de ce beau Brest. On se retrouve donc le 17 à 15h. Vous serez au stade Absolument. pour voir Olivier Giroud. On y sera. Perrault. Et Amidou Makalou, avec les jumelles, bien sûr, car il est tout petit. Petit, mais peut-être qu'il nous rapportera les premiers points de la saison. Messieurs, merci encore une fois de votre présence, de ces expertises finalement. Les grands connaisseurs sont de retour, ils ne sont jamais partis. Et puis les grands connaisseurs sont aussi dans les gens qui nous écoutent, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics, vos prédictions, voilà. Mais merci aussi pour alors, je ne faisais pas partie de l'épisode, mais merci pour tous les messages sympathiques qu'on a reçus après le dernier épisode sur les 10 matchs de légende du Stade Brestois. Vous avez été nombreux à jouer à ce petit jeu. Ce qui est sympa, c'est que tout le monde a des matchs différents entre les plus vieux, les plus jeunes. Chacun a fait son petit top 10 et c'est vrai que c'était un petit exercice très sympathique et vous avez été nombreux à parfois avoir des émotions autour de cet épisode. Donc merci à vous et merci à vous pour votre fidélité également. Tout à fait. On démarre la 7e saison, 6e saison 6e, je crois. 6e, oui, c'était 2019, donc 2025, ça fait 6 ans, c'est déjà. On ne pensait pas y être encore aujourd'hui, je pense. Et on y sera toute la saison. On se retrouve prochainement, messieurs. Bon, de toute façon, il y a la fin du mercato, il y aura des présentations de joueurs si besoin. Et voilà, on ne peut que vous inviter à vous abonner, à commenter. Et voilà, c'est pas grand-chose pour vous, ça aide la chaîne et puis ça assure un petit suivi pour nous aussi, donc c'est pratique. Et ça fait vivre la communauté autour du Stade Brestois. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Je pense qu'on peut conclure là-dessus cet épisode. Messieurs, à très bientôt pour la reprise de la Ligue 1. Ciao. Salut à Brest.